Oui. Donc, un petit sondage tu l'as envoyé, Frédéric? Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, on commence par un petit sondage pour savoir qui vous êtes. Super. Donc, bienvenue à tous pour ce huitième webinaire trimestriel. Alors, attendez, parce que moi aussi, du coup, je l'ai le sondage qui m'apparaît. Donc, les bonnes pratiques du digital learning. Donc, la thématique du jour, c'est comment, grosso modo, scénariser un parcours e-learning impactant sans tout miser sur la vidéo. Donc, je me présente, puisque c'est le premier qui apparaît. Normalement, je devrais quand même laisser la parole aux femmes, mais bon, allez, que j'y suis. Eh ben, dis donc. Donc, Christophe Pex, moi, je suis créateur du Learning Gate, qui est un cabinet de courtage en digital learning. J'accompagne les organismes de formation et entreprises dans leur volonté de créer des formations en ligne. Je te laisse la suite, Claire. Oui, merci Christophe. Je suis donc Claire Noyer en direct de la Bretagne, très bien représentée aujourd'hui. Et je suis ingénieure pédagogique, formatrice et conceptrice e-learning. Et ça y est, je viens de trouver la thématique de notre prochain webinaire. On va le faire sur l'égalité homme-femme dans le digital learning. Je produis du teaser au passage. Frédéric, c'est à toi. Bonjour, je suis Frédéric Berthollet, moi aussi ingénieur pédagogique spécialisé dans les environnements numériques d'apprentissage, l'audio et la vidéo. Donc on va en parler, on va en débattre. Alors, Allez, super. le sondage, si tout le monde a répondu. Je mets fin au sondage. Ok, Voilà, je vous partage les résultats. ok, super. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir lors de cette petite heure qu'on va passer ensemble? Donc, l'objectif, en effet, de ce webinaire, c'est de montrer, en effet, qu'on peut scénariser donc des modules de formation autrement qu'avec un tout vidéo. Alors, pourquoi, justement? C'est ça qu'on va voir dans un premier Vous temps. voyez bien, excuse-moi Christophe, tout le monde Oui, voit bien le diaporama, c'est bon? Oui, oui, ok. en effet, Merci pour vos ça retours. serait dommage si on le voit pas, mais je pense que tout le monde le voit. D'accord, super, merci. Donc, la première étape, ça sera en effet pourquoi, hein, tout simplement. On dit en effet qu'on peut scénariser autrement sans le tout vidéo, mais pourquoi justement repenser la place de la vidéo dans le monde du e-learning. Le scénario classique qu'on voit souvent, donc on va en parler. Après, du coup, on va parler bien évidemment de quand et comment utiliser la vidéo avec un peu plus d'impact. Quelles sont les alternatives concrètes à la vidéo et une petite conclusion de tout ce qu'on aura vu ensemble. Donc, ce qu'on voit, donc ça, c'est une source qui a été faite par le RGESSN, qui est en gros le registre national général de l'éco-conception. On voit qu'il y a un coût caché, hein, bien évidemment, au niveau de la formation digitale, que ça représente à peu près de 2,5% de tout ce qui est empreinte environnementale. Bon, on parle du numérique en général. Donc c'est vrai que la formation a un impact qui est assez important et on voit que l'impact majeur, c'est quand même le fait de changer tout ce qui est ordinateur, smartphone qui sont obsolètes. C'est-à-dire qu'on peut faire des formations avec les derniers outils, derniers cris qui demandent certaines fonctionnalités au niveau des ordinateurs. Si on a un ordinateur qui date de 10, 15 ans, si on veut suivre certaines formations avec certains outils, il va falloir le changer. Donc on voit quand même le gros impact, c'est au niveau de la fabrication donc des terminaux. Et on voit que le deuxième plus gros impact, c'est la vidéo. La vidéo, c'est vraiment énergivore, c'est à peu près 70% de la bande passante au niveau des LMS. Donc c'est pour ça que, en effet, on se pose la question de pourquoi repenser la place de cette vidéo dans le learning qui a quand même un impact assez important. Et on le voit d'autant plus aujourd'hui qu'on a une explosion des formats vidéo. Il y a une sorte de, qu'on peut dire, alors je ne sais pas si le terme aujourd'hui existe dans la langue française, mais une sorte de TikTokisation du savoir, où grosso modo, on va aller dans des formations dites comme telles d'ailleurs,
où on va enchaîner des vidéos de 10, 15 minutes à la suite. Alors c'est vrai que ça pose, en dehors justement de cette consommation de bande passante qui est assez important au niveau de la vidéo, ça pose aussi d'autres problèmes. C'est qu'on a une passivité de la personne qui est en face. On est en asynchrone, l'apprenant est devant son écran, bah il fait rien d'autre. Donc c'est clair qu'il y a une passivité qui est pas top au niveau justement de l'engagement de l'apprenant au niveau de la formation. On voit aussi que même si l'intelligence artificielle, depuis à peu près 2 ans, a fait un boom dans la formation digitale, et, il y a quand même toujours des coûts élevés au niveau de la production quand on veut faire vraiment des vidéos filmées, professionnelles. Même si l'IA peut aider ou faciliter certaines vidéos, il reste quand même le fait que bah, pour produire une vraie vidéo professionnelle, ça a un coût de production en temps et même en argent qui est quand même pas du tout négligeable. Et surtout, c'est la mise à jour, quoi. Mm. Mise à jour, vous avez une formation avec que des vidéos. Euh, Vu aujourd'hui l'évolution des compétences c'est plus comme il y a 10 ou 20 ans où on avait on avait des compétences qu'on arrivait à acquérir sur du moyen terme. Aujourd'hui, on est sur du très court terme. Donc, c'est clair que on est obligé de mettre à jour certaines formations, surtout quand on fait des formations sur des sujets plus tech, où là, presque, je dirais, tous les mois, il faudrait mettre à jour. Donc, c'est vrai que mettre à jour une formation qui a beaucoup de vidéos, c'est très fastidieux, quoi. Et après, bon, je vais pas en reparler, mais on a vu qu'il y avait une empreinte carbone qui était quand même assez élevée, hein, au niveau de la vidéo. Pour le coup, moi, je veux bien en reparler parce que tu précises le fait que l'IA peut réduire les coûts élevés de Ouais, production parce qu'elle va permettre de faciliter certaines étapes de production de la vidéo. Mais il faut aussi avoir en tête que ça fait partie des impacts des IA génératives les plus élevés. C'est-à-dire que plus le média bien qu'on sûr. produit avec de l'IA générative est lourd, et donc la vidéo est le plus lourd, plus l'impact énergétique, pardon, des IA génératives va être important. Donc c'est aussi une forme de serpent qui se mord la queue. Si on cherche Ouais, à réduire des coûts de production en passant par l'IA, ça veut dire qu'on augmente encore l'empreinte carbone du numérique au passage. ouais, t'as tout à fait raison, Claire. En effet, hein, c'est quelque chose qui, en effet, qu'il faut prendre en compte et qui est pas du tout négligeable, et tu as bien raison de le préciser. Donc, le scénario classique, alors moi-même, je l'ai testé. Alors, j'ai fait deux formations sur l'IA et sur le marketing digital, pour ne pas les nommer. Et c'était exactement ça. C'est-à-dire que j'étais devant mon écran, il y avait des vidéos, les vidéos s'enchaînaient. Accolé à chaque vidéo, il y avait aussi un petit mémo en PDF et des quiz. Et ça s'enchaînait pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc je l'ai vécu moi-même, bien évidemment, on le voit, hein, de toute façon, quand on évolue dans le monde de la formation, c'est beaucoup même de gros organismes qui ont pignon sur rue, on peut dire, utilisent ce format classique, quoi, de la vidéo, des petits mémos en PDF pour résumer ce qu'on vient de voir en vidéo et des quiz. Alors, on en a parlé un peu dans le slide juste avant. En effet, bah, il n'y a pas beaucoup d'interactivité, même s'il y a certains outils, alors je ne veux pas les nommer, mais comme Cumulus, qui permet de créer des vidéos un peu plus interactives, où là, il y a quand même une interactivité au niveau de l'apprenant. Mais sinon, bah, la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, on filme quelqu'un, un formateur, un intervenant qui va parler et il n'y a aucune interactivité au niveau de l'apprenant. Donc, en effet, on voit qu'il y a une passivité cognitive qui est vraiment très importante. Et qu'est-ce que ça implique et quelles sont les conséquences de Ah, tu m'as ça? C'est perdu. qu'il y a un ancrage mémoriel qui est plutôt faible et un transfert de... Comment? Tu voulais intervenir, Non, Claire? il y a eu un petit freeze, mais ça. Ah, d'accord. Non, non, il y a eu juste un petit décalage avec toi. Ok. Donc, les conséquences, c'est qu'en effet, il y a un ancrage mémoriel qui est assez faible et que du coup, on se retrouve avec une finalité hein, de la formation qui est normalement de pouvoir faire un transfert de compétences ben, qu'on ne retrouve pas trop. Et surtout, pourquoi on ne le retrouve pas? On a aujourd'hui, bien évidemment, énormément de statistiques, hein, puisqu'on a un recul important, surtout depuis le Covid, où le e-learning a explosé. Et donc, on voit que ces formations-là, qui enchaînent des vidéos, des PDF et des quiz, ben, on voit qu'il y a moins de 25 personnes qui terminent un module. Donc, le taux de complétion est vraiment faible, quoi. Et pour revenir sur l'exemple hein, que j'ai vécu, hein, ben, j'ai pas pu finir.
Pourtant, ça m'intéressait. Je n'ai pas pu finir les formations car c'était trop passif, quoi. C'était pas, il n'y a pas d'intérêt vraiment à ne faire que ça. Et donc, j'ai dû aller à la moitié de la formation, grosso modo. Donc, on voit que le taux de complétion, quand on a ce format-là classique de vidéo, PDF plus quiz, bah, ça marche pas, quoi. Faut dire la réalité, ça marche pas. Et on voit que le taux de complétion, il augmente quand même fortement quand on a une variation importante de modalités pédagogiques. Et ça, c'est clair que ça change beaucoup de choses. Claire, je te vois que tu voulais intervenir. Ouais, ce qui est assez comique, c'est qu'en fait, on le savait déjà, même avant les années Covid, les premiers MOOC, ça date d'avant 2010. Et en fait, quand les sciences de l'éducation se sont penchées sur ce format-là, qui est issu de l'université, et où typiquement les premiers MOOC, c'est vraiment l'enseignant universitaire qui est filmé dans son amphithéâtre, et puis après, éventuellement, du quiz ou des travaux à rendre, mais c'était vraiment que ça, les premiers MOOC. À cette époque-là, on était sur un maximum de 10% des personnes en complétion de parcours, ce qui est vraiment très peu, et 10% de ces 10%, donc 1% au final des personnes inscrites au MOOC, qui arrivaient jusqu'à obtenir leur certification. Donc en vrai, ça fait belle lurette qu'on sait que ce format pédagogique-là, il est insuffisant pour maintenir de l'engagement et garantir de l'apprentissage. Ouais, c'est clair. Et pourtant, c'est quand même un format qui est utilisé, beaucoup utilisé. Et tu as complètement raison. Autre chose, je vois qu'en effet, Claire, tu as marqué sur le chat, vos questions sont les bienvenues à tout moment. En effet, j'ai oublié d'en parler. J'aurais dû en parler au début. C'était mon rôle en plus. L'avantage, enfin, le concept de ce webinaire, les bonnes pratiques du digital learning, c'est que vous pouvez intervenir à tout moment. On n'attend pas la fin pour faire un moment question-réponse. Vous pouvez poser vos questions quand vous le désirez et on se fera un plaisir d'y répondre. On va voir maintenant, Frédéric, je vais te laisser la parole, comment utiliser justement la vidéo, parce qu'il y a quand même une utilité, mais avec plus d'impact. Oui, alors il y a pas mal de... Là, ici, on va parler plutôt des types de vidéos, mais il y a aussi, en réponse à ce que tu viens de dire, il y a des formules peut-être de micro-learning, par exemple, où c'est aussi vidéo plus quiz, mais sur une durée très réduite. Et par contre, une formation beaucoup plus étalée, euh, qui feront que tu peux t'immerger, en tout cas, si tu as la motivation. De toute façon, il y a toujours une question de motivation. Est-ce qu'à la fin du compte, j'ai quelque chose à gagner à suivre cette formation? Ça compte énormément dans le fait que tu vas suivre ces formations ou pas. Et deuxième point, deuxième aspect, qui est récurrent avec tout ce qui est e-learning, de toute façon, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas un moment d'interaction avec quelqu'un en chair, avec de la chair, euh, il y a plus de chances que tu abandonnes. Moi, j'avais en tête, Claire, les chiffres de 5%, les chiffres du MIT, qui datent d'il y a un moment, donc 5% de complétion dans les MOOC, où il y a des tentatives d'accompagnement via forum, mais pas vraiment d'interaction en direct, synchrone, en tout cas avec un formateur. Donc, pas oublier que tout ce qui est formation à distance, s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est quasiment voué à l'échec. Alors, les bons cas d'usage de la vidéo, bah, c'est par exemple le tutoriel, où l'intérêt, c'est de qu'on puisse voir et revoir une méthode qui est décomposée, qui est expliquée pas à pas, un processus, surtout quand il est complexe. Donc, un processus peu évident, voilà, donne lieu à un tuto, que ça soit un processus mécanique, physique ou informatique. C'est à peu près la même chose. Et là, un bon tutoriel, ça fait la différence et bon, il peut aussi être fait sur papier, hein. On peut des fois avoir un intérêt d'ailleurs, plutôt qu'une vidéo, à le faire sur papier. Tout ce qui est animation, de processus complexes, par exemple la pompe à vélo. Si vous prenez le mécanisme de la pompe à vélo, il n'est pas si simple qu'il y paraît, puisqu'il y a des valves qui s'ouvrent, qui se ferment à un certain moment bien précis. Donc comprendre ce mécanisme, on comprendra 1000 fois plus vite si on voit une bonne animation.
Alors que si je vous explique pendant 2 heures comment ça marche, vous allez vous gratter la tête et vous dire, bon, je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Bref, c'est comme une bonne image vaut mieux que 100 mots. Une bonne animation, c'est pareil. Donc la vidéo, elle a son, c'est plus qu'elle peut, c'est qu'elle a son intérêt quand on utilise le canal visuel en complément du canal audio. Donc, je rappelle aussi que dans ces cas-là, quand l'animation est un peu complexe, il vaut mieux que le canal audio, la voix off, soit simple. Ah, ça, c'est les principes du multimédia learning. Donc, ces animations, ces vidéos d'animation, elles vont aussi favoriser un autre type d'apprentissage. La vidéo, ça peut être complémentaire si vous avez mis d'autres activités d'apprentissage, mais c'est sûr que ça reste un apprentissage de type transmissif. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, Claire, hein. Autre cas où ça peut être intéressant d'avoir une vidéo, ça peut faire la différence, c'est si vous avez le témoignage d'un expert. J'accueille un nouvel arrivant, pardon. Donc, dans le cas d'un témoignage d'un expert, surtout quand il est filmé dans son environnement et que ça apporte un plus par rapport à la formation, qui peut vous démontrer des choses. Donc là, la vidéo a tout son intérêt aussi. Et puis, dans les cas, voilà, de storytelling, qui peuvent avoir une influence, dont l'histoire peut avoir une influence sur votre manière d'apprendre. En tout cas, elle peut favoriser la mémorisation. Le fait de voir la personne, d'utiliser ses compétences, ses styles d'apprentissage spatial et visuel, euh, ça peut faire la différence avec la vidéo. Alors, après, on peut passer à la diapo suivante, puisqu'il y a pas mal de possibilités pour faire des vidéos. Claire, tu voulais ajouter quelque chose? Tu parles pas du troisième point? Excusez-moi, revenons. Du storytelling pour engager. Oh, je l'ai parlé, mais un peu vite. Voilà, alors Ah, vas-y. bah Vas-y. ouais, parce que du coup, pour moi, le B du troisième point, tu vois, le fait de décortiquer une notion en image dynamique, c'est typiquement l'exemple du motion design. Et Oui, ce mais serait bien. bon, c'est l'animation, le motion design, c'est ce que... Ah oui, mais du coup, pour moi, c'est important de le mentionner, tu vois. Oui, mais je En vrai, pensais l'avoir fait. Mhm. pardon. Bon, bah, j'en remets une couche, c'est pas grave, c'est parce que c'est mon dada, le motion design aussi. Je trouve quand même qu'il y a des concepts qui se prêtent particulièrement, effectivement, à ce que tu disais, l'utilisation d'images pour les expliquer, pour les décortiquer, et qu'on n'est pas obligé non plus de se priver de la vidéo par principe sur des notions, sur des concepts un peu complexes, ou venir le La décortiquer. pompe à vélo. Oui, ouais, bon, Je ok. pensais vraiment à la pompe à vélo, moi. Pour moi, c'est pas ça que ça vient décrire. Quand je dis notion décortiquée en images dynamiques, je pense vraiment plus à des notions conceptuelles que physiques. D'accord. Oui, Peut-être, tu vois. Et oui. par exemple, Le tu aurais un exemple, toi, de bah, motion design que tu as utilisé, toi, dans la création de formation, que tu as pu utiliser? typiquement, venir expliquer, par exemple, j'ai des exemples précis, mais je vais pas les utiliser parce qu'ils vont plomber l'ambiance là pour ce matin. Mais typiquement, expliquer le mécanisme de l'eau sur la planète. Il ne s'agit pas de donner un exemple ou de démontrer un geste technique, tu vois, c'est vraiment décortiquer un concept qui est pas simple à comprendre parce qu'il y a plein d'étapes différentes, qu'il y a plein d'états de l'eau différents, etc. Bah, pour le coup, le motion design, il se prête vraiment à Hmm. décortiquer comme ça une notion qui est très complexe, quoi. C'est un exemple. Je pourrais en trouver plein d'autres, mais Ok. Donc, on va revenir sur... pardon. J'arrête de couper la parole à Ben tout. non, mais c'est très bien, Non, Claire. non, 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 vas-y, Très, très vas-y, bien. vas-y. Mais c'est l'objectif aussi, hein, bien évidemment. Donc, du coup, Frédéric, en effet, les bonnes pratiques hein, pour utiliser la vidéo, si Et on peut oui, l'utiliser. oui, 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 il y en a beaucoup. C'est comme l'image, parce on parle pas de l'image, mais c'est pareil quand vous envoyez des PDF qui font des mégas énormes parce que vous n'avez pas réduit les photos à leur plus simple résolution ou définition, c'est dommage. Ça prend beaucoup de bandes passantes aussi, les PDF mal gérés, mais la vidéo, c'est quand même, en France, 25 images par seconde. En Asie, aux États-Unis, 30 images secondes. Donc beaucoup, on est tous passés à 30 à cause de nos appareils faits par des pays où eux, ils roulent à 30 images secondes. Quand on sait qu'une image, ça fait déjà plusieurs mégas, imaginez 25 images par seconde.
Euh, donc, la vidéo, ça prend beaucoup de place, mémoire, et ça consomme beaucoup de bande passante lorsqu'on la fabrique, mais aussi lorsqu'on la diffuse. Et il faut pas mal d'énergie pour la produire et de matériel. Donc, déjà, on nous dit le 4K, le 8K, tout ça pour la formation, c'est pas forcément nécessaire de partir dans des résolutions ou des définitions d'images supérieures à 1080p. En tout cas, moi, j'y vois pas trop l'intérêt, sauf dans des cas bien spécifiques où vous avez besoin d'une grande qualité d'image. Idem pour la quantité d'images par seconde. Tourner à 120 images secondes, ça n'a pas un grand intérêt, sauf dans des cas bien particuliers, tels que la décomposition d'un mouvement, par exemple le ralenti. Mais sinon, tourner à 25 images secondes, ça suffit largement. Les durées, bien sûr, c'est la première chose, ce premier point sur lequel on peut agir. Plus elle sera courte, moins elle prendra de place, ça c'est sûr et certain. Donc éviter d'être trop bavard, aller à l'essentiel. De toute façon, c'est ce qu'on demande en pédagogie, en vidéo pédagogique, hein. On parle pas de sa grand-mère, à moins qu'elle ait vraiment un intérêt pédagogique, mais on raconte pas sa vie. Euh, Après, si je peux me permettre, Frédéric, aussi, ouais. c'est aussi des principes d'éco-conception. Le fait de faire des vidéos plutôt courtes, ça fait partie des principes de passer par l'éco-conception dans la création de formation. Et il y a bien évidemment une utilité au niveau de la planète, hein, de génération de CO2, mais il y a aussi une utilité pédagogique, et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, voilà, je voulais juste faire ce petit aparté. C'est que la vidéo a un impact, on le sait. Ça fait partie justement de comment travailler les formations de manière responsable et éco-conçue. Et on peut aussi on a des vidéos, on peut avoir des vidéos qui durent 15-20 minutes. On peut les découper aussi. Et pédagogiquement, ça a un intérêt de les découper parce qu'on va aller plus à l'essentiel. Et du coup, ça permet justement d'économiser un peu de bande passante et de manière cognitive aussi, c'est plus intéressant. Ouais, ouais. Alors là, on vous a donné quelques indications de choix de définition en fonction du support. Ça peut même descendre à 360 pixels, hein, pour une interview. Bon, une interview, en majeure partie du temps, on peut parfaitement la faire en audio seul. L'audio seul, par rapport à une 360 pixels, l'audio seul, ça va peser 7 fois moins, hein. Juste une 360 pixels qui pèse très peu. Donc, c'est considérable ce que vous économisez en hébergement en kilo-octets, enfin là c'est plutôt du mégaoctet, et en bande passante. Alors sachez aussi que si on parle de d'économiser du poids, un des paramètres les plus significatifs aussi, ça va être le débit ou la compression. Mais c'est surtout le débit qui va agir. Par exemple, une vidéo de 480 pixels, vous pouvez avoir un débit de 0,5 mégaoctets par seconde. Ça suffit largement. Alors, J'ajoute est-ce que tu peux expliquer un peu le concept du débit? Parce que des fois, ça peut pas être clair. Bon, je c'est sais qu'on en avait parlé déjà hein, dans un autre de webinaire. nombre d'informations qui passent par seconde. Donc, il y a un débit pour l'audio, il y a un débit pour la vidéo. Alors, les plateformes comme YouTube et Vimeo ont un débit qui s'adapte à l'écran et à la bande passante de l'internaute. C'est-à-dire, si vous êtes en 4G dans le train, que tout d'un coup la connexion elle commence à fluctuer, lui il va vous envoyer, il va diminuer la qualité de la vidéo automatiquement. Donc même si vous chargez sur YouTube une vidéo 4K, imaginons une qualité énorme, la personne qui regarde votre vidéo dans le train, il se peut qu'elle la regarde à 360 pixels avec un débit de 0,5 mégaoctets par seconde. Donc ça veut dire que YouTube, il va produire à partir de votre vidéo, Vimeo c'est pareil, hein, il va produire plusieurs définitions inférieures automatiquement.
Ça sera fait automatiquement par l'algorithme de YouTube, qui ont des algorithmes de compression qui adaptables, euh, qui s'adaptent à la bande passante de l'internaute. Sans que vous fassiez rien, hein, c'est fait automatiquement. De toute façon, on le remarque tous. Et il découpe en plus votre vidéo en petits morceaux d'une dizaine de secondes avec des débits différents. Je sais pas si c'est clair. Oui, Alors, débit, pas d'accord. souvent, c'est nommé, si vous ne voyez pas le terme exact affiché, parfois c'est nommé comme le terme qui s'appelle qualité. Qualité, haute qualité, moyenne qualité. Si vous avez l'application sur Macintosh, il y a... alors attendez, juste, je me rappelle plus de son nom, j'ai un blanc. Euh, ça commence par un Q. Et voilà, QuickTime, évidemment, super connu QuickTime. Si vous avez QuickTime et que vous lisez une vidéo, en allant regarder vous avez une fenêtre qui vous indique toutes les caractéristiques techniques de votre vidéo et notamment son débit. Donc vous pouvez voir le débit de vos vidéos grâce à QuickTime, mais il y a d'autres applis qui permettent de faire ça. Euh, alors les hébergements éthiques, voilà, je vais laisser Claire, je vais laisser la main à Claire qui va nous dire. Euh, Voilà, bon, il y a plein de cas où il vaudra mieux faire de l'audio que de la vidéo. Plein de cas où ça vaut le coup de réduire, en résumé, hein, le débit. Par exemple, si vous avez un diaporama, il vaudra mieux que votre diaporama soit sur fond blanc. Et à ce moment-là, vous pouvez carrément réduire le débit, ça pèsera presque rien. Voilà, petit conseil. Euh, Alors, on a alors, une question de Nathalie. Y a-t-il une différence significative, pardon, de l'attention entre un audio de 15 minutes et une vidéo du même temps? Donc, en gros, alors, tout quelle dépend est ce que la... mon Vas-y. Ouais, tout dépend ce que montre la vidéo, si elle apporte quelque chose ou pas. Et puis, on sait quand même que l'attention de tout à chacun, c'est autour de 10 minutes. Donc, dès qu'on dépasse, voilà, faut vraiment que ça soit une histoire prenante pour qu'on reste bien connecté pendant 15 minutes. Voilà, j'ai envie de dire, ça dépend. Enfin, c'est sûr que ça dépend de ce que vous avez donné à voir aux apprenants, si on parle de l'attention. Ouais, bah si je peux préciser, en fait, d'où me vient cette question, c'est que dans le cadre d'un MOOC, donc c'est des séquences qui en séquences assez longues, la question que je me pose, c'est est-ce que mettre un audio de 15 minutes sur un MOOC, donc là où l'apprenant il va être assis derrière son écran, est-ce Passif. que ça va pas sembler plus long que de regarder avec une image, même si il n'y a pas d'apport réel de l'image. Mais le fait d'être en train de regarder plutôt que de seulement écouter, c'est une question que je me pose. Bon, écoutez, avoir un audio seul, Mm. mais il y a aussi la façon dont vous allez amener quelqu'un. Benjamin parle de storytelling, je suis tout à fait d'accord. La façon dont vous amenez les choses est essentielle. Et puis alors le podcast, voilà, on peut faire autre chose en même temps. Alors Oui, est-ce c'est ce que que j'allais notre dire. attention Et est au je pense top? que ça dépend aussi des autorisations qu'on donne à l'apprenant. C'est-à-dire que si on vient nommer explicitement que ben, cet audio, en vrai, vous l'écoutez quand vous voulez, en faisant ce que vous voulez, les gens qui ont l'habitude du podcast en randonnée ou à vélo, non, en vélo c'est interdit officiellement, pardon, je retire, dans le bus, en faisant, j'en sais rien, une vaisselle, un truc, ben, ça va leur sembler effectivement hyper naturel de maintenir leur attention pendant le temps de l'audio parce qu'ils ont cet usage-là qui est déjà ancré. À l'inverse, effectivement, si on vient bloquer l'apprenant dans cette posture face à l'écran d'ordinateur parce que c'est le temps de la formation, ben, peut-être c'est plus compliqué de maintenir son attention sur un audio de 15 minutes, effectivement. Alors, Aujourd'hui, on a quand même tellement dégradé nos capacités d'attention que même les commandes passées par Netflix pour les showrunners de séries ou de films,
en son à faire en sorte que les différents personnages des fictions viennent répéter à outrance ce qui est en train de se passer pour que, quel que soit le temps d'attention diminué des téléspectateurs, ils puissent raccrocher avec le fil narratif de l'histoire à peu près toutes les 5 à 10 minutes. Donc si Netflix passe ses commandes de cette manière-là, c'est bien qu'on a quand même un déficit de notre capacité d'attention qui est constaté et qu'il faut faire avec. Du coup, en formation aussi, visiblement, parce que sinon on va perdre les gens en fait. Après, justement, Patrick, c'est ce qu'il disait, hein. Il disait qu'il a plus de mal à garder son engagement et son attention sur de l'audio parce qu'il n'a pas de visuel. Alors après, moi, je rajouterais, en plus que ce que vous avez dit, c'est qu'on a vu un peu avant, justement, que le taux d'engagement, le taux de complétion, il y avait un impact très important sur le fait de pouvoir varier les modalités pédagogiques. Donc, en effet, si on met que des vidéos ou que de l'audio, euh, on peut se poser en effet ces questions. Mais si de temps en temps, on va mettre un audio de 15 minutes et qu'on va mettre à côté des petites vidéos de 3 à 5 minutes, eh ben cette variation va quand même retenir l'attention. Si on n'a que des vidéos ou que des audios, bah, à un moment donné, il va y avoir une lassitude qui va se créer. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Un audio, bah, justement, qui va arriver au bon endroit, au bon moment, qui a une utilité pédagogique, qui répond à un objectif. Bah, s'il dure 10 minutes, qu'il est bien fait et que justement, bah, il y en a pas toutes les 2 secondes, bah, c'est une utilité. Je pense que l'attention est gardée. Et donc, c'est cette variation où il faut aller vers cette variation justement de modalité pédagogique. Et puis, question de dispositif aussi, si cette formation est prévue pour le téléphone portable, si Hmm. vous priorisez le suivi de la formation sur un téléphone portable, ça sera plus facile d'y mettre de l'audio que si vous la priorisez sur écran. Parce que c'est sûr que écouter de l'audio seul sur son écran, tout d'un coup, le visuel, ben, c'est plus quoi regarder, donc on va faire autre chose. On risque de faire autre chose. En tout cas, moi, je vais faire autre chose, ça c'est sûr et certain. Je peux me faire les ongles, donc ça peut être bien aussi, hein, si vous êtes en retard sur des petites choses comme ça, ça peut être pratique. Mais voilà, où je regarde mes mails, mais donc l'attention, elle va partir, elle risque de partir ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on peut aussi découper, comme on le préconise aussi pour les vidéos, l'audio. Pourquoi pas découper l'audio de 15 minutes en 5 capsules de 3 minutes. Et du coup, là, l'intention, elle reste. Et il peut avoir aussi un intérêt, bien évidemment, pédagogique à le faire. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités de pouvoir justement segmenter un peu. Que ce soit l'audio, que ce soit la vidéo, pour que justement il n'y ait pas ce problème d'attention et de faire ses ongles et de faire ses ongles pendant qu'on écoute, Ouais, je crois que je préfère quand même quelqu'un qui fait ses ongles et qui qui écoute que écoute, quelqu'un qui qui est fait pas lassé. ses ongles mais qui décroche. Ouais, Bon, donc Ah, on va lancer le concept, c'est pas faux. hein. fais tes ongles en formation. Voilà. La prothésiste ongulaire et la formation. Excellent. Je rajoute juste une petite mention sur la question du sous-titre, du sous-titrage obligatoire. C'est bien une mention, une mesure, pardon, d'accessibilité qui est vraiment importante. Pour autant, si c'est obligatoire, ça doit pas être automatique. C'est important que les personnes aient le contrôle pour déclencher les sous-titres si ça leur est nécessaire, pour des raisons d'accessibilité ou pour des questions, de configuration de l'apprentissage. Typiquement, si on suit des vidéos dans les transports en commun et qu'on a oublié ses oreillettes ou son casque, bah, c'est bien pratique de pouvoir accéder au sous-titrage. Néanmoins, c'est important qu'ils ne se mettent pas automatiquement. Pourquoi? Parce que sinon, la personne va se retrouver happée par le sous-titrage, elle va se mettre à le lire. Pendant qu'elle lit le sous-titrage, elle ne fait plus trop attention aux visuels qui sont censés avoir une vraie valeur ajoutée. Et puis surtout, elle essaye de lire en même temps qu'elle entend le même texte. Et ça vient toucher au principe de redondance de Meyer et c'est une surcharge cognitive assurée puisqu'on ne lit jamais à la même vitesse que ce qu'on entend, soit parce qu'on est plus lent, soit parce qu'on est plus rapide. Donc pour les gens qui n'ont pas besoin de sous-titres, il ne faut pas qu'ils les aient
de manière imposée. Et il faut qu'il soit accessible pour la personne qui va en avoir besoin. Donc c'est important de laisser le contrôle à la personne en formation sur cette question-là, qu'elle puisse déclencher les sous-titres, mais pas se les voir imposer. Mhm. Et autre chose qui n'a pas été mentionnée, c'est le fait qu'il vaut mieux héberger vos vidéos sur un compte type Vimeo et intégrer un code HTML sur votre LMS pour éviter de surcharger le poids du LMS, ça va le ralentir et ça va énerver vos apprenants. Et en plus, pour les raisons que j'ai expliquées juste avant, du débit adaptatif proposé par YouTube ou Vimeo. Alors moi, je préfère nettement Vimeo puisque c'est quand même plus axé professionnel que YouTube et ses publicités. Tout à Oui, fait. il y a PeerTube aussi, qui est un super outil pour la Ouais, mais diffusion. pour y accéder, c'est pas simple. C'est pas simple, il faut être dans une organisation. Voilà, c'est vraiment pas le truc accessible facilement, aisément. On a fait à peu près le tour de ce slide. Oui. Ouais, je crois. Bon, je vois qu'il y a eu pas mal de questions. Alors, du coup, on a parlé en effet des alternatives. On n'a pas parlé des alternatives, on a parlé de la vidéo, comment l'utiliser. Ben, on va parler et Claire va prendre la parole aux alternatives qu'on peut proposer justement à la vidéo systématique. Oui, parce que du coup, se dire qu'on fait moins de vidéos, c'est bien joli, mais il faut pouvoir proposer autre chose à la place. Le but, c'est pas d'arrêter pour autant de faire du digital learning. Quand on s'est posé sur cette question des alternatives, la première chose qui nous est venue, et on a commencé à en parler, c'est de reporter des choses sur l'audio. De pouvoir se dire que des informations, elles peuvent être transmises par des capsules audio courtes, donc, et que pour aider à la captation de l'attention pendant qu'on écoute l'audio, on peut les accompagner d'infographies. Donc on n'est bien pas dans un format de diaporama animé, hein, mais bien j'écoute un audio et j'ai un support visuel qui va récapituler l'ensemble des informations qui sont données dans mon podcast et que je pourrais potentiellement conserver à titre de mémo ensuite. Donc ça, c'est une première alternative qu'on souhaitait vous proposer ce midi. On peut en imaginer d'autres. Scénariser un parcours de digital learning sous format de conversation. Donc là, on est plutôt sur un format de capsule e-learning avec du dialogue, avec des embranchements qui vont être proposés en fonction des réponses que l'apprenant va choisir selon les sollicitations qu'il reçoit. Pour ceux qui sont familiers de ces outils-là, c'est l'outil scénario dans Rise, par exemple. Ça va permettre d'être vraiment dans une forme d'interaction, même si elle n'est pas humaine, elle s'appuie quand même sur ce que pourrait être un véritable dialogue. Elle peut servir à mettre les personnes en situation aussi. Et du coup, d'être face à un agent pédagogique qui va poser des questions auxquelles il va falloir choisir la bonne réponse, ou en tout cas sa réponse pour être emmené un peu plus loin dans la conversation. Donc c'est très axé sur du storytelling et de l'immersion. Ça peut vraiment être la base source de tout un parcours d'e-learning où finalement là, il n'y a pas de recours à la vidéo. On peut aussi imaginer, et là je vais basculer plutôt sur aussi des notions d'hybridation de parcours où on va avoir besoin d'interaction, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, avec soit ses pairs, soit des formateurs ou des formatrices, des scénarios basés sur la résolution de problèmes. C'est-à-dire que la personne en formation, elle est confrontée à quelque chose qu'elle doit produire pour résoudre une situation. Elle doit faire des choix. Ça veut dire que potentiellement, elle va déposer des travaux euh, ou en tout cas contribuer à une activité et que ça va lui donner du feedback plus ou moins immédiat. Soit le choix qu'elle fait est sous forme de QCU, QCM ou d'autres types d'activités multimédia et elle va pouvoir déclencher un feedback immédiat. Soit on peut plonger aussi dans des résolutions de problèmes plus importantes de type étude de cas et sans doute il faudra un feedback différé parce que le formateur ou la formatrice, même en asynchrone,
va devoir dégager du temps pour prendre connaissance de l'étude de cas, y apporter du feedback constructif et le redéposer en retour. Et puis, effectivement, comme le mentionnait Frédéric tout à l'heure, on a aussi le format de micro-learning, où là, bah, de fait, on va certainement assez facilement retrouver du format vidéo, du format audio, mais on peut aussi avoir des courtes fiches, des infographies, des choses assez visuelles, assez synthétiques, qui vont proposer de la transmission d'informations de telle manière qu'on puisse ensuite réexploiter ces informations en application sur des quiz, des activités multimodales. Pourquoi pas des challenges collaboratifs si on a une vraie paire et danse sur ces formats-là, un apprentissage par les pairs qui va être augmenté si on garantit du temps synchrone plus tranquillement que si on n'est que dans de l'asynchrone, parce qu'on sait que le format forum asynchrone tout seul, ça marche pas forcément très bien. Mais du coup, ça peut vraiment être une manière de scénariser du parcours de formation sans se dire forcément, je vais mettre une vidéo, puis après il y a un quiz, puis une vidéo, puis un quiz. On peut imaginer plein d'autres choses. On peut pousser les curseurs encore plus loin si on utilise ces quatre propositions-là pour venir construire un parcours qui serait vraiment pour le coup très varié en termes de modalités pédagogiques. On voit que les deux du milieu proposent de l'interactivité, hein, et c'est l'opposé justement de la vidéo où on est passif. Donc là aussi, il y a un intérêt, hein. Alors aujourd'hui, avec la techno aussi qui a évolué, on se retrouve à faire du scénario branching, de l'adaptive learning, qui va aussi personnaliser le parcours suivant les réponses, par exemple un quiz, ou suivant certaines compétences qui ont été acquises ou pas. Donc, c'est vrai que là, du coup, il va avoir une intention accrue, un engagement encore plus fort quand on personnalise vraiment la formation par rapport avec son apprenant. Et pour le monde, pour le micro-learning aussi, moi, j'ai pas mal de retours par rapport à ça. Dans le monde de l'entreprise, c'est une modalité qui est de plus en plus plébiscitée, de plus en plus utilisée, où on voit qu'il y a un impact aussi aujourd'hui. Il y a même des solutions de SMS learning, il y a même une solution de WhatsApp learning qui ont été mis en place. Et c'est vrai que bah là, quand on fait des mini-capsules avec des scénarios sur des longues durées, hein, mais ça va être 5 minutes, 10 minutes par jour, bah, l'attention, elle est obligatoirement là. Il y en a qui montent ça comme des sortes de scénarios de séries. Il y a même des outils comme ça fait exprès pour faire du micro-learning avec une typologie de scénario de série. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un gros avantage dans le monde de la formation de faire du micro-learning et d'enchaîner via un scénario ou un storytelling qu'on peut mettre en place. Et du coup on voit qu'en effet du coup l'attention bien évidemment ben, est accrue quand on doit passer que 10 minutes par jour devant son écran ou devant son téléphone. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, justement? Est-ce que vous voyez, vous, dans votre activité, d'autres alternatives que vous avez déjà utilisées ou que vous pouvez justement partager à l'ensemble des personnes qui sont présentes dans ce webinaire, sur sur le chat, ou même si vous voulez intervenir, comme l'ont fait certains en vocal? Ouais, je veux bien intervenir, vous m'entendez? Oui, Dans les alternatives, c'est des alternatives qui sont un peu entre deux, parce que souvent on dit que la vidéo peut poser problème au niveau de l'engagement, mais c'est surtout une question de scénarisation de script. Alors, en ce qui me concerne, j'ai travaillé au sein de la direction audiovisuelle du CNED, où on produisait tous les contenus audiovisuels d'un point de vue national, et je sais qu'il y a des outils qui permettent d'améliorer considérablement l'engagement et l'interactivité, notamment Cumulus par exemple, oui. qui permet de mettre en pause les vidéos, bien sûr. Euh, je vais un peu, pas dédouaner, mais désensibiliser au sujet. On est dans un secteur qui, par définition, n'est pas écologique du fait des outils numériques qu'on utilise. Néanmoins, il y a des questions de fond, et c'est vrai que pour le maintien de l'engagement des apprenants, c'est quand même assez juste d'utiliser ce genre d'outils, parce qu'il y a une réelle plus-value. Ça a fait faire un bond, je pense, dans certaines pratiques, d'un point de vue pédagogique. En tout cas, moi, je soutiens ce genre de démarche, et je sais que ça fait partie des choses que j'ai vues ces dernières années qui ont vraiment changé la donne. Oui, merci pour ton intervention. Mais j'en parlais tout à l'heure, mais très rapidement. En effet, Cumulus permet justement
dans des vidéos, d'avoir une interactivité vraiment présente. Elle permet du scénario branching, permet de faire des quiz dans la vidéo, permet de cliquer. Donc c'est vrai que ça, c'est une bonne alternative aussi. Et en effet, comme vous disiez, que bon, bah, le digital learning, par définition, n'est pas spécialement écologique. Oui, mais justement, bah, il y a justement dans des outils d'éco-conception qui permet de réduire un peu notre empreinte carbone, parce que, bah, en effet, on peut faire le constat que, en effet, c'est pas écologique, mais bah, essayons de le faire que ce soit le mieux possible, d'avoir le moins d'impact possible. Et en plus, qui est quand même top, si je puis me permettre, c'est que l'éco-conception a aussi une grosse utilité, hein, pédagogique. Donc du coup, on peut aussi avoir un impact, bien évidemment, même si en effet, bah, le digital, par définition, c'est moins écologique que le présentiel. Et encore, le présentiel, bah, il faut se déplacer et ça fait de la voiture et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va pas parler de ça parce que ça serait un grand sujet, mais on peut faire en sorte justement de réduire un peu cet impact. Et l'intérêt, c'est que du coup, il y a un intérêt pédagogique à le faire aussi. Je me permets de faire un rebond. Oui. Parce qu'il était question d'éco-conception et c'est vrai que je suis pas revenu là-dessus. J'ai eu l'occasion de travailler sur le b.a.-ba du climat et de la biodiversité au sein du CNED. Je sais pas pour ceux qui connaissent, mais Mhm. je peux que inviter à voir. C'est une formation qui a été éco-conçue. Donc les formats Ok. vidéo, etc., tout a été optimisé, les codecs. Voilà, c'est un très bel exemple et c'est accessible aussi. En tout cas, un bon niveau d'accessibilité, on va dire le 100%, c'est quand même un idéal difficile à atteindre. Bien Mais sûr. voilà, c'est un beau démonstrateur de ce qui peut être fait et oui, pédagogiquement, ça sert le sujet. Mm. Merci Benjamin. D'autres d'autres questions? Ok. Ok. Bah, du coup, je crois qu'on peut faire un petit résumé. La conclusion, bah, c'est un peu ce dont on vient de parler et d'échanger. Justement, qu'on peut aller vers un e-learning, bah, plus sobre, plus engageant. C'est un peu la discussion qu'on vient d'avoir, hein. Donc, on a déjà un peu discuté de cette conclusion. Et comme vous le disiez aussi, en effet, en prenant cet exemple de module de formation qui a été créé en éco-conception, ça permet aussi cette sobriété numérique, d'avoir un levier de créativité. Parce qu'en effet, bah, il y a des questions qu'on se pose pas spécialement, qu'il faut se poser. Et donc, du coup, ça booste aussi la créativité. Euh, vous voulez rajouter quelque chose, Frédéric et Claire, pour conclure un peu tout ça? Oh, juste faites attention à vos mégaoctets quand vous faites des vidéos. Réfléchissez à quelle définition vous choisissez, quelle va être la durée de vie de la vidéo, comme tu l'as si bien dit. Est-ce que elle est éphémère ou est-ce que elle est durable? Auquel cas, la qualité à l'enregistrement sera pas la même. Choisissez bien vos débits également quand vous pouvez le faire. Ou sinon, utilisez des codages automatiques. Sur Internet, il y a plein de solutions. Et voilà. Et voilà. Claire, un petit mot pour conclure quand même. Ouais, je rajouterais bien qu'au passage, se contraindre un peu à changer, enfin à sortir de cette espèce de format un peu traditionnel, ritualisé, bah, ça permet de pas faire la même chose que les voisins. Et c'est chouette aussi, c'est chouette pour les apprenants qui s'ennuient moins, c'est chouette pour nous-mêmes parce qu'on s'ennuie moins aussi à imaginer ces parcours de formation-là ou à les animer quand on est formateur et formatrice à l'intérieur de ça. Et puis, bah, c'est aussi un levier de différenciation business et ça peut être un bon argument commercial. Donc, on n'est pas obligé de s'en priver non plus. Voilà. Tout à Oh, fait. on a Et fini en ben avance. voilà. J'adore quand on finit en avance le vendredi, c'est un kiff monstrueux.
Bon, mais sur ces bonnes paroles, en effet, merci. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, hein. Donc, je vous rappelle que ce webinaire, les bonnes pratiques du digital, est trimestriel. Alors, Claire a lancé le prochain sujet. Après, on va en débattre, hein, peut-être. Ouais, c'est une blague, Et ok. donc, rendez-vous dans 3 mois. Donc, on va dire courant mars, mars, on va dire oui, courant mars, hein, normalement, pour le prochain. Donc, suivez-nous, restez attentifs pour le prochain webinaire et en espérant vous y voir. Merci en tout cas à tous et à toutes d'être venus et d'avoir participé. Bonne fête, Euh, merci à tous. voilà, bonne Ouais, fête en très belle effet, fin d'année. d'avoir participé oralement et aussi sur le chat. C'était super. Et puis j'espère que cela vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine fois dans 3 mois. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin 2025 à toutes et à tous. À bientôt.